Bonjour à tous, merci d'être si nombreux aujourd'hui pour la session numéro 16 donc, sur le Brexit et ses risques. Le Brexit, donc British Exit, qui traite donc de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est noté. Si vous le savez sûrement déjà peut-être que le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne par un référendum à hauteur de 52%, donc qui était favorable à la sortie de l'Union européenne. L'organisation de ce vote découle d'une promesse de campagne de David Cameron, qui était à l'époque le Premier ministre conservateur, qui n'était à la base pas favorable à ce scrutin, mais a dû revoir sa position suite à des pressions des ailes plus radicales de son parti, mais aussi dû au fait d'une popularité croissante des partis indépendantistes. Et la question donc, qui avait été posée ce jour-là était la suivante: est-ce que le Royaume-Uni doit rester membre de l'Union européenne? Et les avis avaient été divergents selon la zone spécifique qu'il y avait au Royaume-Uni, à savoir que l'Angleterre et le Pays de Galles donc, souhaitaient sortir de l'Union européenne, alors qu'en Écosse et en Irlande du Nord, ils étaient plus favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'UE. Le fait que le non l'ait emporté, donc que la sortie de l'UE soit effective, était tourné autour de 4 principaux arguments qui étaient tout d'abord que la bureaucratie européenne pénalisait les entreprises du Royaume-Uni, que l'UE coûtait plutôt trop cher par rapport à ce qu'elle rapportait, entre guillemets pour faire simple, que le Royaume-Uni ne contrôlait plus ses frontières et que le Royaume-Uni était pris au piège dans un projet fédéral européen. Theresa May va sûrement, donc la nouvelle première ministre, va sûrement annoncer le 29 mars au Conseil européen la décision officielle de sortir de l'Union européenne. Et suite à cela, une négociation sur les conditions de sortie va être engagée pour un maximum normalement de 2 ans. Pendant toute cette durée-là, le Royaume-Uni continuera donc à faire partie de l'Union européenne et devra donc respecter les traités et les lois sous-jacentes. Cependant, le Royaume-Uni ne pourra plus participer à la prise de décision au sein de l'Union européenne. Et puis même si le Royaume-Uni et au final l'Union européenne arrivent à trouver un accord sur les termes d'une sortie, celui-ci devra être validé à la fois par le Conseil européen, mais aussi par le Parlement européen et britannique. Donc on voit au final que ce qui pose souci ici, c'est l'incertitude quant aux délibérés et aux négociations qui vont avoir lieu dans les 2 prochaines années, et implique donc des risques de différentes natures, que ce soit donc politique, économique, géopolitique, mais aussi social. Et pour traiter de ce sujet, quoi de mieux d'avoir un très beau panel ici, que je vais vous présenter tout de suite. À ma gauche, vous trouverez Olivier Davanne, qui est associé fondateur de DDPA Invest, qui est une société de gestion de portefeuille. Il a auparavant partagé sa carrière entre l'administration publique, notamment dans les administrations des finances et des affaires sociales, dans différents cabinets ministériels, et aussi dans le secteur bancaire privé, comme co-directeur des études économiques européennes de Goldman Sachs. Quelle horreur, ce n'est pas à moi de juger. Il est par ailleurs diplômé de l'école polytechnique, membre du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers, et il enseigne aussi actuellement à l'université Paris-Dauphine. À mon extrême gauche, donc extrême droite pour vous, Arnaud Magnier, qui est actuellement le directeur des affaires européennes et internationales de l'Association française de gestion financière. Il a été par le passé conseiller technique auprès de plusieurs ministres. C'est un spécialiste des affaires européennes. À ma droite, Christophe Alix, qui est journaliste et qui va commodérer avec moi cette session. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement.
En 2 mots, je suis donc journaliste économique à Libération. Je m'occupe du service économique. Nous avons rebaptisé récemment Futur, parce que nous traitons aussi beaucoup de nouvelles technologies. Je vous remercie. Du coup, à la droite de monsieur, du coup, la gauche pour vous, de monsieur Alix, vous trouverez monsieur Philippona, qui a travaillé dans le domaine bancaire et financier de 85 à 2006, si c'est exact, à peu près, on va dire. Et puis, il travaille désormais dans le domaine des études et du plaidoyer sur des questions économiques, financières et sociétales. Durant cette période, il a notamment fondé l'association Finance Watch et il est actuellement directeur de l'Institut Friedland, qui est le centre de réflexion économique de la CCI de Paris. Il est aussi le président du Forum pour l'investissement responsable et membre du Collège de l'autorité des marchés financiers. Il est aussi membre de la commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et à l'extrême gauche pour vous, vous trouverez monsieur Christian Noyer, qui a débuté sa carrière du coup à la direction du Trésor et il a pris les rênes, dont il a pris les rênes en 1993. Il a été aussi vice-président de la Banque centrale européenne pendant 4 ans, puis gouverneur de la Banque de France. De 2003 à 2015, il était aussi parallèlement président de la Banque des règlements internationaux de 2010 à 2015, et il est actuellement le président de la Finance pour tous. Et il a été aussi mandaté par le gouvernement actuel pour traiter, après du coup cette question de Brexit, la question de... Pardon. Oui, c'est l'impact du Brexit sur la France et sur les autres pays européens. Et la mission principale donc était de convaincre les acteurs financiers de se relocaliser en France. Je vais laisser maintenant la parole à Christophe Alix pour introduire quelques questions. Merci beaucoup. Écoutez, on va commencer tout de suite ce débat. Nos différents intervenants vont avoir un petit propos liminaire. On va essayer de tenir dans 5 minutes chacun, ce serait bien. Et donc, on va poser la première question à monsieur Christian Noyer, qui est donc un observateur très attentif et de longue date de l'économie européenne, en lui demandant quel va être l'impact du Brexit sur la France et sur l'économie européenne et celle de la zone euro en général. Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, il faut regarder quelles ont été les simulations faites par des organismes différents. Alors, on a des modélisations qui ont été faites par le ministère des Finances à Paris, mais on a, avant même cela, des modélisations qui ont été faites par le Trésor britannique. On a des calculs qui ont été faits par des organismes internationaux comme l'OCDE et par un certain nombre d'organismes de recherche économique. En général, les évaluations sont assez convergentes. Alors, elles reposent bien sûr sur des hypothèses. La première hypothèse, c'est que on aura affaire à un Brexit dur. Ce que je veux dire par un Brexit dur, c'est que on n'a pas, dans le court terme, un accord de libre-échange qui rétablit peu ou prou les mêmes avantages ou beaucoup des avantages actuels en matière de circulation des marchandises, parce qu'on sait qu'un accord de libre-échange, c'est très complexe et très long à fabriquer. On a vraiment... on n'a plus l'accès qu'il y a aujourd'hui au marché unique que des pays qui appartiennent par exemple à ce qu'on appelle l'espace économique européen, c'est-à-dire quelques pays qui respectent au fond les règles et de l'Union européenne ont accepté de signer. Il y a la Norvège, il y a l'Islande par exemple, qui ont beaucoup des avantages de pays de l'Union européenne, mais qui on paye les contreparties, c'est-à-dire qui respectent la réglementation européenne sous le contrôle de la Cour de justice, qu'ils contribuent au budget européen. Donc on fait l'hypothèse que le Royaume-Uni, parce que précisément c'était des choses attaquées pendant la campagne pour le référendum qui vient d'être évoqué, ne voudra pas en faire partie. Et donc, on trouve des estimations qui sont en général de l'ordre de, je
en milieu de fourchette, de 3 à 5 points de perte de PIB pour le Royaume-Uni sur 10-12 ans. Toutes les estimations tournent autour de cela. Quelquefois, ça va un peu plus haut, un peu plus bas. Le Trésor britannique était peut-être le plus pessimiste parce qu'il intégrait des hypothèses de chute de l'investissement plus fortes. D'où est-ce que ça vient, cela? Ça vient du facteur commerce, moins de dynamisme du commerce avec le reste de l'Europe, ça paraît un peu évident. Du facteur travail, moins d'immigration, donc moins d'offres de travail faites au Royaume-Uni, des pertes de productivité en termes relatifs, il y a moins d'investissement qui se fait au Royaume-Uni, et donc tout cela donne en gros 0,2 à 0,4 points de perte de croissance chaque année pendant 10 ans, 15 ans. C'est ça l'hypothèse centrale. Pour les autres pays européens, l'impact est beaucoup plus faible, beaucoup plus faible. On estime en général, enfin les mêmes estiment en général que c'est un impact qui est de l'ordre de 0 à 0,5 points. Donc vous voyez, c'est très faible. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour l'Union européenne dans son ensemble. Il y a quelques pays qui seraient davantage impactés. L'Irlande, bien sûr, dont l'économie est très liée à l'économie britannique. En général, on estime que pour 1 point de croissance perdu au Royaume-Uni, l'Irlande perd à peu près un tiers de cela, 0,3, disons, de points de croissance. Un pays comme les Pays-Bas, dont le commerce extérieur est très important par rapport à sa production, à sa croissance, et qui est particulièrement actif dans le commerce avec le Royaume-Uni, perdrait un peu davantage que d'autres pays. Quand on regarde les secteurs d'activité, là aussi on a des différences, et là effectivement il faut faire des hypothèses qui sont un peu compliquées sur ce qui se passe. Il y a des secteurs qui seraient probablement relativement peu impactés, en tout cas à court terme, comme l'aéronautique, parce que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'aéronautique bénéficie de systèmes d'importation temporaire. Enfin, en gros, c'est comme si on mettait les morceaux d'avion en entrepôt sous douane sans payer de taxes. Donc, c'est un secteur qui serait, en tout cas dans le court terme, relativement peu impacté, sans doute, par le grand risque qui est ce qu'on appelle la rupture des chaînes de valeur. C'est-à-dire quand vous fabriquez quelque chose, vous fabriquez un avion, vous avez des tas d'éléments qui viennent de tas de pays différents et qui souvent entrent, rentrent, ressortent, parce que quelqu'un fabrique les boulons, les envoie, ils sont mis sur des boudelles, les boudelles sont envoyées dans un troisième pays qui fabrique les ailes sont envoyées dans un quatrième pays qui les monte sur l'avion. Donc vous avez des allers-retours comme ça. Évidemment, si vous avez des contrôles très lourds et très bureaucratique à chaque entrée ou sortie, et si vous avez des droits de douane, même faibles, à payer à chaque entrée ou sortie, vous avez une perte de productivité, des délais, des coûts supplémentaires qui sont considérables. L'aéronautique est moins touchée que d'autres. En revanche, des secteurs comme le secteur automobile, chimique, agroalimentaire, électronique, qui sont assez importants au Royaume-Uni, avec beaucoup de chaînes de valeur qui sont intégrées dans l'ensemble de l'Europe, là, il peut y avoir des dommages assez importants. Dernière remarque, je suis peut-être un peu trop long, mais très rapidement, sur le secteur financier, celui que je regarde le plus en ce moment, comme il a été dit. À mon avis, le secteur financier est celui qui est le moins impacté, ou plus exactement, qui peut le plus facilement se reconvertir. Pourquoi? Parce que en gros, l'épargne qui sert au financement de l'économie de l'Union européenne à 27 sans le Royaume-Uni, c'est une épargne qui vient essentiellement de chez nous. On est même légèrement excédentaire en épargne. Et donc cette épargne, elle est aujourd'hui en partie recyclée à Londres parce que les grandes banques se sont organisées en profitant des avantages du site de Londres, mais toutes les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les grands gestionnaires d'actifs sont déjà en train de préparer leur plan de reconversion pour installer une partie de leurs activités
sur le continent, enfin en tout cas dans l'Union européenne telle qu'elle sera après la sortie du Royaume-Uni. Et donc, ils vont parfaitement continuer à remplir leur mission au service des clients finaux en se déplaçant ou en déplaçant ce qui a besoin d'être déplacé. Et ils auront le temps, 2-3 ans devant eux, de faire cette réorganisation et de le faire dans de bonnes conditions. Donc, à mon avis, le secteur financier est un secteur qui va sensiblement se réorganiser, mais il n'y a pas de risque majeur de rupture de la façon dont le financement de l'économie est fait, parce que les acteurs s'y préparent activement. Merci beaucoup. Alors, Arnaud Magnier, on a entendu que le malheur des uns pouvait peut-être faire en partie le bonheur des autres, et donc Christian Noyer, chargé d'une mission sur le sujet. Tout le monde aujourd'hui se bat un petit peu en Europe. Il y a apparemment une âpre compétition pour essayer que, pour la partie des activités de la City londonienne qui concerne la zone euro, parce que Londres donc va perdre le passeport européen, eh bien, plusieurs capitales comme Francfort, Paris, on parlait aussi parfois un petit peu d'Amsterdam, dans une moindre mesure parfois de Dublin, eh bien, essayent un petit peu de récupérer des activités issues de la finance de la City. D'ailleurs, j'ai vu que pas plus tard qu'hier, le patron des activités en Europe de Goldman Sachs avait annoncé que plusieurs centaines d'emplois allaient être relocalisés, soit à Paris, soit à Francfort. Il n'a pas encore donné le... Donc, quel est à votre avis, enfin, pour la place financière de Paris, quelles sont les opportunités et comment se situe la place financière de Paris dans cette perspective? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le Brexit, il n'avait pas été particulièrement bien anticipé. Mais j'attire votre attention sur le fait que, sur le plan politique, l'anticipation, c'est devenu une vraie difficulté. Personne n'avait vu arriver Donald Trump, personne n'avait vu arriver les attentats terroristes, personne n'avait vu arriver l'invasion de la Crimée par la Russie. Pour le monde politique, aujourd'hui, l'anticipation, la capacité à se projeter dans un avenir prévisible et à anticiper des grandes décisions de politique publique, c'est devenu quelque chose d'extrêmement complexe. Alors le Brexit, aujourd'hui, il est là. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu attention à certains discours publics, qui ne sont pas nécessairement des discours d'hommes et de femmes politiques, mais qui sont des discours de l'ensemble des décideurs, qui poussent un peu qui versent un peu des larmes de crocodile sur cette affaire. En fait, il y a un discours public consistant à dire c'est un péril pour la suite de la construction européenne, c'est la fin d'une aventure décennale, qu'allons-nous faire sans nos grands partenaires britanniques? Mais en fait, une fois que les micros s'éteignent, il y a beaucoup de gens qui considèrent que finalement, ce sera la fin d'une ambiguïté, que l'Europe ira plus loin sans les Anglais dans les institutions, qu'ils nous ont empêchés de tourner en rond pendant très longtemps et que finalement maintenant ça suffit et c'est pas si mal, et qu'il y a peut-être des perspectives de croissance à la clé. Donc dans ce double discours, il faut faire preuve aussi d'une forme d'intelligence et surtout d'honnêteté intellectuelle. Il y a aussi des opportunités possibles, mais rien n'est encore acquis. Ça a été dit par notre modérateur, et je partage tout à fait son avis, il y a aujourd'hui une très grande compétition. Vous avez une compétition entre les places financières européennes et bien sûr les deux places qui reviennent le plus souvent dans le discours collectif, c'est Paris et Francfort, pour des raisons d'ailleurs très différentes l'une de l'autre. Et puis vous avez aussi une forme de compétition qui est en train de s'installer dans l'espace public et dans l'espace politique. Les institutions européennes à Bruxelles sont en train de se mettre en ordre de bataille pour affronter ce défi qui est un défi politique et juridique. Vous savez que l'intrication du marché intérieur va poser une énorme difficulté. C'est-à-dire que tout ce qui a été tricoté depuis l'arrivée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, texte réglementaire après texte réglementaire, mais aussi jurisprudence de la Cour après jurisprudence de la Cour, personne ne sait exactement aujourd'hui dans le détail comment on va bien pouvoir s'y prendre pour remettre tout ça d'équerre. Donc il y a énormément de questions qui se posent et aujourd'hui très peu de réponses qui sont réellement proposées. On va inventer au fur et à mesure. Vous savez, le seul exemple historique d'un départ d'un pays de l'Union européenne, c'était le Groenland en 1982. Donc autant vous dire que les choses se posaient sous des termes entièrement différents et que les institutions étaient évidemment pas du tout dans le même état d'esprit. Vous savez que la Commission européenne s'est mise en ordre de bataille. C'est un Français qui sera l'ordonnateur de la négociation de départ. C'est Michel Barnier, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien commissaire européen. À 2 reprises, il connaît très bien le monde économique et le monde bruxellois. C'est sur lui que reposera vraisemblablement une grande partie de la responsabilité du fardeau. Et puis le Parlement européen, qui a été cité tout à l'heure par notre modérateur, effectivement, ce sera un partenaire
institutionnel et politique majeur avec lequel il faudra compter. Vous savez, c'est Guy Verhofstadt, le président du groupe parlementaire libéral, qui va piloter les négociations pour les députés du Parlement européen. Alors, dans ce cadre d'incertitude institutionnelle, de grands questionnements politiques, ça a été dit, les places financières sont dans une rivalité, c'est parfaitement normal, c'est la loi de l'économie, c'est la loi du marché. Quelles sont les forces en présence ? Paris a de très grands atouts et Paris a aussi un certain nombre de handicaps qu'il faut pouvoir analyser de façon tout à fait froide si on veut pouvoir trouver des solutions alternatives crédibles. L'attractivité de la place de Paris, elle repose essentiellement sur le dynamisme de son tissu économique et financier, c'est absolument incontestable, à la fois son réseau bancaire, vous savez que la France place 5 banques parmi le top 10 européen. C'était à peu près la même chose sur les assureurs, et c'est vrai aussi du sujet sur auquel je me consacre, c'est-à-dire la gestion financière avec les 650 entreprises de gestion françaises qui gèrent 3800 milliards. C'est le premier bloc de gestion financier continental, ce qui va faire mécaniquement de la France le premier marché après le départ des Britanniques. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet avantage comparatif? Qu'est-ce qu'on fait de cet avantage concurrentiel? Un autre facteur très intéressant qui encourage la compétitivité de la place de Paris, et je le dis devant un public essentiellement composé de jeunes et de futurs jeunes professionnels, c'est l'incroyable qualité des talents de la formation de la place de Paris. Si les jeunes diplômés de la finance s'exportent dans le monde entier, bien sûr à Paris, mais aussi beaucoup à Londres, à Singapour, à New York, à Hong Kong, c'est bien parce que leur niveau de formation et l'excellence d'un certain nombre de modèles économétriques qui ont été progressivement élaborés par les écoles économiques et financières françaises est reconnue dans le monde entier. Donc cette capacité à drainer des talents, cette capacité à former des talents, de nouvelles générations de gestionnaires, de nouvelles générations d'économistes et de financiers, c'est incontestablement un des éléments clés de la compétitivité de la place de Paris aujourd'hui. Un autre élément dont on aurait tort de minimiser l'enjeu, c'est l'incroyable compétitivité française en matière de recherche et d'innovation sur les questions économiques et financières. Vous l'avez évoqué puisque je crois comprendre que ça occupe beaucoup votre rédaction aujourd'hui. Les thématiques de la blockchain, du big data, de la désintermédiation dans le monde de la finance, non seulement la France a une expertise, mais la France a une vraie longueur d'avance. J'attire votre attention sur le fait que ça m'a été expliqué par des vétérans de la chose financière il y a quelques temps encore. Quand la France a proposé des modèles économétriques de gestion des big data dans les données financières aux États-Unis il y a une dizaine d'années, les modèles étaient totalement pionniers et les Américains ont eu tout à apprendre. Donc il peut y avoir aussi des domaines d'excellence dont on parle peu et qui sont des joyaux, qui sont des pépites de l'excellence financière française et qui aujourd'hui construisent la crédibilité et la compétitivité de la place de Paris. Bien sûr, je ne veux pas survendre ces atouts, il y a aussi des handicaps. Ces handicaps qui sont parfaitement connus et qui ont été mentionnés par le gouverneur honoraire à l'instant. Nous avons un problème d'attractivité subjective. Qu'est-ce qui fait l'intérêt qu'on porte à un pays? Qu'est-ce qui fait la puissance? Ce n'est pas un mauvais moment pour se poser des questions de fond. Ce n'est pas simplement des questions économiques, c'est aussi des questions philosophiques, c'est aussi des questions sociologiques. Qu'est-ce qui fait qu'on renvoie une image de puissance? Qu'est-ce qui fait que vous, quand vous imaginez où sont les pôles de pouvoir, où sont les pôles de puissance dans le monde, vous vous dites, là, il se passe quelque chose. C'est important, c'est majeur. La puissance, elle est là. Elle est là aujourd'hui, elle sera de plus en plus là à l'avenir. C'est évidemment des paramètres objectifs, mécaniques, économiques, chiffrables, quantitativement et qualitativement mesurables. Mais c'est autre chose, c'est aussi un état d'esprit. C'est aussi une forme assez subjective de la façon dont on conçoit son influence. Et l'influence, ce n'est pas que des paramètres. L'influence, c'est aussi une idée générale. Moi, je pense que le principal défi pour la place de Paris sur les questions financières, et pour la France en général, dans le contexte du post-Brexit, c'est d'avoir à nouveau la capacité à projeter une image de puissance en Europe. Vous savez que l'influence française en Europe, elle a subi un tassement extrêmement significatif au cours des dernières années. La parole politique française a perdu en capacité d'influence. Tout ça ne peut pas être déconnecté. En fait, on parle exactement de la même chose. Pour que la place financière de Paris redevienne un objet d'attractivité post-Brexit, il faut que la France redevienne un lieu de puissance. Ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, ni dans le débat public, ni dans le monde institutionnel bruxellois. Il y a certainement une nouvelle page à écrire. Quels sont les points de départ de la négociation tels que nous, on les voit du côté de la gestion financière? Les 4 libertés sur lesquelles se sont construites l'Europe ne doivent pas être négociables. Liberté de circulation des biens, des personnes, des marchandises, des capitaux, c'est essentiel. Et le contrôle par le droit de la réalité, de l'effectivité de ces 4 libertés fondamentales est un prérequis. On ne peut pas envisager raisonnablement une négociation du Brexit qui conduirait demain les Britanniques à avoir tous les avantages de la compétitivité de l'accès au marché intérieur sans aucune des contraintes liées à l'application du droit que nous partageons à 27.
Ça nous semble être une bonne base de départ, elle est exigeante, c'est la raison pour laquelle nous souscrivons tout à fait à l'analyse qui a été faite à l'instant, que le hard Brexit était vraisemblablement le point sur lequel nous nous acheminons tous, mais il faut bien être conscient du fait que les Britanniques, dans cette affaire, jouent une partie de leur survie, au moins en tout cas de leur survie économique et en termes de compétitivité. Ils vont mettre énormément de puissance dans cette négociation, et ce sont des négociateurs hors pair, depuis des siècles. Ne minimisons pas leur capacité d'influence et leur détermination à être actifs. Et si nous commençons la négociation sur des bases un petit peu trop souples, nous allons nous acheminer vers quelque chose qui sera un point de rupture, qui ne sera bon ni pour la performance économique des États, ni pour la compétitivité des entreprises, ni pour la prospérité des citoyens. Merci. Merci beaucoup. Alors, Olivier Davanne, vous évoquez plusieurs risques liés au Brexit. Et vous nous avez dit, le principal risque pour nous, c'est le risque de contagion si le Royaume-Uni s'en sortait trop bien. Alors justement, ça fait écho à ce qui vient d'être dit. Donc est-ce que le Royaume-Uni peut bien s'en sortir et peut, à partir de là, éventuellement, attirer les autres pays dans une spirale de désintégration de l'Europe, au moment où justement on parle de développer des coopérations renforcées avec des plus petits nombres d'États? C'est un petit peu l'idée de... Non, je crois pas. Enfin, c'est le principal risque, c'est le risque systémique. C'est-à-dire, si vraiment les choses se passent mal, et je vais finir là-dessus, ça serait vraiment la catastrophe. Je pense qu'heureusement, on en est assez loin, et je pense que le risque, comme il a déjà dit, il est plutôt pour les Anglais. Donc leur capacité à donner envie aux autres de suivre est peut-être existante maintenant. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là dans un an ou deux. Mais je vais peut-être revenir un peu de façon générale sur les risques, avant de revenir sur le risque de contagion. C'est vrai qu'il y a quand même un gigantesque paradoxe, le Brexit. En tant qu'économiste, on ne peut pas le passer sous le tapis. Le gigantesque paradoxe, c'est que tout le monde nous expliquait il y a un an que tout dépendait finalement dans la croissance, dans la stabilité financière du monde, du Brexit. Il y avait une échéance fin juin qui était absolument essentielle et dans la cartographie des risques, tout le monde insistait sur Brexit et puis ensuite l'élection américaine plus tard. Et puis le risque se produit et tout le monde a l'air content. Tout le monde a l'air content, aucune catastrophe ne s'est produite. Les Anglais sont absolument ravis, en moyenne, pas tous, hein, il y a qui protestent, mais enfin, il n'y a pas eu d'inflexion de la croissance. Ils ont eu une très bonne deuxième partie de l'année 2016, contrairement à ce que beaucoup de gens disaient. Il n'y a pas de signe dans l'opinion publique tout d'un coup d'une prise de conscience. Et puis Theresa May, la première ministre, qui était quand même du côté de ceux qui estimaient qu'il était important de rester dans l'Europe. C'est fascinant, ça, la capacité à dire c'est important pour mon pays, et maintenant qu'il explique que tout sera merveilleux avec le hard Brexit, l'Empire britannique est quasiment reconstitué. Donc il n'y a pas vraiment pour l'instant de regret du côté britannique. Et du côté européen, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a non plus des regrets. Vous avez mentionné ça, il y a l'espèce de joie quelque part un peu cachée qui est de dire finalement on s'est débarrassé du mauvais élève, premier point. Deuxième point, il y a la poule aux œufs d'or. Parce que la finance, c'est la poule aux œufs d'or. Je vais y revenir, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut voir que les Anglais font à peu près 100 milliards d'euros. Les statistiques sont un peu variées, mais eux-mêmes disent qu'ils font 100 milliards d'euros d'excédent sur les services financiers. Quand même, ils nous piquent quelque part 100 milliards d'euros. Il faut voir que les 5 grandes banques d'investissement américaines, là où les salaires sont les plus élevés, qui ont les activités de banques d'investissement à plus haute valeur ajoutée, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, les 5 grandes banques ont 25 000 personnes en Europe. Sur les 25 000 personnes, il y en a 90% qui sont basées à Londres. Et c'est là où on trouve les rémunérations avec quelques millions d'euros, etc. Voilà, donc il y a la poule aux œufs d'or, qui est la finance, et il y a de bonnes chances qu'on va en récupérer une partie, si on négocie bien. Et puis, troisième point, qu'il ne faut quand même pas cacher, parce que sinon, on jouerait un peu aux économistes déconnectés de la réalité. Il y a le petit côté aussi de dire, peut-être que le Brexit nous a envoyé un petit rappel à l'ordre, sur le fait qu'il y avait une montée des inégalités auxquelles on ne faisait pas trop attention. Et donc peut-être qu'il y a un message envoyé au gouvernement européen comme quoi les priorités doivent tenir compte du fait que la mondialisation doit être un peu mieux, un peu mieux répartie. Les bénéfices indéniables, pour y revenir, de la mondialisation, indéniables, doivent être mieux répartis. Voilà, donc finalement, on se dit merci les Anglais, tout le monde est content, il n'y a pas de catastrophe, il y a même des bénéfices. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Et le secteur de la finance, alors dans quelques minutes, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais je suis totalement prêt à défendre qu'il y a un bénéfice considérable à effectivement rapatrier une partie non négligeable des activités financières. C'est d'ailleurs un bon sujet pour des étudiants. Il y a un concept fondamental en économie qui est le concept d'externalité. C'est-à-dire le concept de
Est-ce qu'il y a des activités économiques qui bénéficient à plus que ceux qui sont engagés dedans? C'est un concept fondamental. Et il y a une question fondamentale, quelles sont les externalités de la finance? Et là, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord. Certains diront, les externalités de la finance, c'est les crises financières, c'est pas bien du tout d'avoir une place financière. Ok, il y a des cas extrêmes comme ça. L'externalité principale de la finance en Europe, c'est les 100 milliards du Royaume-Uni, c'est la capacité à payer des salaires beaucoup plus élevés et c'est des recettes fiscales absolument massives pour les gouvernements. Donc c'est pas un secteur comme les autres et on va l'avoir dans les négociations. Moi je pense que sur les chaînes de valeur dans l'automobile, on se mettra d'accord assez rapidement pour ne pas mettre droit de droit de douane. Finalement c'est l'intérêt de tout le monde de faire que le système fonctionne dans l'économie des biens. Dans la finance, on va voir que ça va être très dur. Tout le monde a bien compris que c'est un secteur qu'on préfère avoir chez soi pour des tas de raisons. Des recettes fiscales, des questions de souveraineté, des tas de raisons complexes, intéressantes. Voilà, donc c'est pas faux qu'on peut en tirer un petit bénéfice du Brexit. Maintenant, il faut voir que, rapidement, que les vraies conséquences négatives sont quand même devant nous, et surtout pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une dévaluation massive de la livre sterling, de 15 à 20% contre le dollar ou l'euro, et donc ils ont évité le ralentissement économique grâce à ça. Et puis, dans un premier temps, l'inflation n'est pas trop repartie, donc les ménages continuent à consommer, mais c'est en train de se terminer, cette histoire. Ils sont en train de... J'ai peut-être déjà fini. Ça s'est terminé aujourd'hui, j'ai vu. 2,3% en février. Hier. Voilà, 2,3% en février, et donc c'est voilà, le plus fort chiffre. Donc il n'y a pas de repas gratuit, ils vont payer, et ils vont payer sur le pouvoir d'achat, surtout, parce qu'ils vont, par la dévaluation, peut-être arriver à maintenir l'investissement en baissant les taux d'intérêt, mais ce qui va payer, c'est effectivement le pouvoir d'achat des Britanniques. Alors maintenant, ça va être un peu compliqué, parce qu'en limitant l'immigration, peut-être qu'il faut faire remonter les bas salaires, enfin voilà. Il y aura un sujet très compliqué de répartition des revenus au Royaume-Uni, mais les Anglais vont être plus pauvres, et notamment si les Anglais perdent la finance. Et puis donc ils rentrent pour une longue partie de plaisir, avec une négociation probablement assez dure avec nous, partie de plaisir, et plaisir évidemment un petit peu accentué par les volontés des Écossais, les problèmes de l'Irlande du Nord, enfin tout ça. Bon courage aux Anglais. Donc les risques ont été décalés, mais ils sont toujours là, absolument massifs, probablement pour... quand je dis les Anglais, bon, le Royaume-Uni, mais peut-être que j'anticipe en disant uniquement les Anglais. Mais bon courage au Royaume-Uni. Alors maintenant, pour l'Europe à 27, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Christian Noyer indiquait des simulations en disant que finalement il n'y avait pas d'impact négatif. Et même à la limite, sur un patrie de la finance, on peut imaginer qu'il y ait un impact un peu positif en termes de revenus. Il faut voir qu'un élément essentiel pour comprendre dans les grands débats actuels, pour vous étudiants, le protectionnisme. Grand débat, Trump, etc. Un petit pays qui fait du protectionnisme, ce sont des fous. Tout simplement parce que le petit pays, il n'est pas capable de produire efficacement ses smartphones, toute la chaîne de valeur, etc. Donc un petit pays qui fait du protectionnisme, il se tire une gigantesque balle dans le pied. Une grande zone économique qui fait du protectionnisme, si les Anglais ne veulent pas qu'on échange avec eux, la grande zone, elle est assez grande pour avoir de la compétition, plusieurs entreprises qui fabriquent le même produit, pas avoir de monopole, pas avoir de rente, etc. Donc c'est radicalement différent pour nous et pour l'Angleterre. Eux, ils ont besoin de la compétition qu'on leur propose quelque part. Nous, on peut vivre sans eux. Donc c'est pas faux que pour nous, et donc je vais finir par votre question initiale, c'est pas faux que pour nous, a priori, on n'a pas trop à s'inquiéter. En même temps, je trouve ça quand même assez catastrophique, le Brexit en termes d'Européens. Pourquoi? Il y a des aspects non économiques assez difficiles à chiffrer, quoi. Il est totalement clair qu'en termes de capacité à défendre nos intérêts, et quand même la plupart du temps, les intérêts britanniques ne sont pas trop différents des nôtres, sur des questions comme le climat, sur des questions comme la relation avec la Chine, même avec les États-Unis, on peut discuter. C'est sûr que la capacité à défendre nos intérêts, même si on essaiera de garder les coopérations, mais actuellement, la machine européenne, c'est un truc où les ministres, ils se rencontrent tous les mois, ils discutent, ils se connaissent, etc. Donc on pourra faire des coopérations, mais on ne retrouvera jamais la même intensité de relations que ce qu'on avait dans l'Union européenne. Donc on perd en puissance, et c'était quand même une des raisons fondamentales de l'Union européenne, c'est de mettre en commun une forme de souveraineté pour gagner en puissance. Donc ça, c'est quelque chose de difficile à chiffrer est-ce que c'est des dixièmes de points de PIB à quel horizon, mais c'est bien réel. Et puis, pour finir sur le point initial, c'est vrai que la catastrophe serait qu'ils soient contents, nos amis britanniques. Et pour finir, le seul élément qui pourrait faire qu'ils le soient un peu, c'est la question sensible des migrations. Une des raisons fondamentales pour lesquelles les Anglais ont voté le Brexit, c'est quand même les 1,6 million d'Européens de l'Est
qui sont rentrés au Royaume-Uni au cours des 10 dernières années, dont les 800 000 Polonais qui sont rentrés. Et donc, un de leurs objectifs essentiels, ils en veulent aux Polonais, je ne sais pas trop pourquoi, mais un de leurs objectifs essentiels, c'était de retrouver le contrôle de l'immigration, et ça, ils vont le faire. D'ailleurs, c'est leur objectif qui passe avant tous les autres. Et donc, le seul élément qui pourrait faire qu'ils soient contents, c'est de dire, OK, ça nous coûte pas mal de pouvoir d'achat, mais voilà, on a retrouvé une espèce d'autonomie sur ces questions essentielles d'identité, d'immigration, etc. Et donc, il y a toujours le risque, malgré tout, dans le climat politique actuel européen, eh bien, d'autres pays se disent, on veut faire la même chose, un risque totalement théorique, quand on voit les débats politiques. Et alors, le seul point que je voudrais dire pour finir, c'est qu'il y a une différence majeure entre l'anglais et les autres, entre les Britanniques et les autres. Les Britanniques, ils ne font pas partie de l'euro. Hein, donc ils sortent, c'est des questions commerciales, etc. Si un pays, et surtout un pays endetté, s'amuse à sortir de l'euro, c'est-à-dire un pays qui dépend des créanciers étrangers, et c'est tous les pays européens sauf l'Allemagne, c'est simple, l'Allemagne aujourd'hui finance à peu près le reste de l'Europe avec des excédents extérieurs. Donc si un pays endetté s'amuse à vouloir sortir de l'euro, et donc va sur les marchés de capitaux en disant « ma dette, je vais vous la vendre, mais vous n'avez aucune garantie de change », eh bien on verra le résultat, c'est la faillite des pays endettés, c'est aussi la faillite des Allemands, alors on peut dire comme ça, là pour tout le monde. Mais là c'est pas la mini-crise. Là, ça se compte pas en dixième de point de PIB de baisse si on casse la zone euro. Peut-être que ce sera un sujet pour l'année prochaine, j'espère que non. Merci beaucoup. Alors Thierry Philippona, vous allez terminer donc ce premier tour de table. Vous avez accordé une interview à mon journal récemment, Libération, parce qu'il y avait un certain nombre de voix au niveau européen, des voix d'ailleurs très autorisées, alors parfois très intéressées, celle du gouverneur de la Banque d'Angleterre, et puis l'Institut Bruegel, qui est un grand think tank européen basé à Bruxelles, qui mettait en garde en cas d'un hard Brexit sur une possible disons, comment dire, moindre productivité et moindre croissance de la finance européenne. C'est-à-dire que Londres ayant une place, comme on l'a dit, tellement prépondérante dans la finance, je crois que aujourd'hui, c'est devenu quand même la capitale financière mondiale, eh bien, il mettait en garde, alors bien sûr, dans le cas du gouverneur de la Banque d'Angleterre, on comprend que c'était son intérêt, sur un hard Brexit qui, en gros, pourrait être dommageable à l'ensemble des places financières européennes. Et donc, dans cette interview que je vous invite à retrouver sur Libération, Thierry Philippona, vous vous inscriviez en faux contre cette assertion. Et donc, la question est, finalement, le système bancaire et financier européen est-il d'une quelconque manière menacé ou peut-il être d'une quelconque manière fragilisé par le Brexit? Merci. Merci pour ces questions. Je vais essayer de les mettre en perspective et puis de dessiner les tendances qui me semblent s'imposer à nous. Peut-être déjà, puisque vous avez évoqué des arguments qui étaient effectivement avancés par le gouverneur de la Banque d'Angleterre et par le think tank Bruegel, de dire à titre liminaire, mais je pense que c'est important qu'on peut avoir le plus grand respect pour les personnes et les institutions, et c'est mon cas vis-à-vis de M. Carnet, qui est un grand professionnel et un grand monsieur, et du think tank Bruegel, qui fait un boulot remarquable, et être en désaccord avec ce qu'ils disent. Donc, distinguons le fait de ne pas être d'accord avec le fond et le respect des personnes et des institutions, ce qui est mon cas. Une fois qu'on a dit ça, quel est le contexte dans lequel tout cela s'inscrit ? D'abord, il faut bien voir, je pense qu'il y a un ou deux chiffres qu'on doit avoir en tête. La City, aujourd'hui, c'est 150 milliards de livres sterling de produits générés par l'activité financière. Ça fait 8% du PIB britannique. Et si vous mettez les services connexes, c'est les services comptables, les services juridiques, les services de soutien, les auditeurs, tous les analystes en tout genre, on arrive à 12% du PIB britannique, 225 milliards de livres sterling. Donc c'est un montant absolument considérable. Aujourd'hui, du fait de ce que l'on appelle le passeport européen, il faut absolument comprendre ce que ça veut dire et comment ça fonctionne. Beaucoup de banques internationales, pour ne pas dire quasiment toutes, se sont installées à Londres, ont obtenu l'autorisation d'exercer du régulateur britannique, parce que la finance est un métier. Alors derrière le mot finance, attention, il y a une myriade de métiers différents, mais on va simplifier.
les métiers financiers sont des métiers régulés. En gros, ça veut dire qu'il faut une autorisation pour les pratiquer. Et dans le cas de l'Union européenne, on est autorisé par un régulateur, on peut vendre ses services dans tout le marché unique. Le problème du Brexit, c'est qu'à l'instant où il se produit, eh bien, une autorisation donnée par le régulateur britannique ne vaudra plus autorisation dans les autres pays de l'Union européenne. C'est le fameux passeport européen. Alors, on lit, on entend ici ou là que peut-être on pourrait laisser le passeport par exception, et ça nous mène directement à cette question aux Britanniques, parce qu'on a tellement besoin d'eux, puis évidemment, ils n'ont pas envie de perdre cette manne. Alors là, j'affirme, tant que qui que ce soit peut affirmer quelque chose, que c'est juste pas possible et que ça ne se passera pas. Pour une raison qui est très simple, c'est que dire que le régulateur britannique demain pourrait continuer à donner des autorisations qui vaudraient passeport, c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes, puisqu'un passeport, c'est une autorisation accordée par un régulateur de l'Union européenne. Après le Brexit, par définition, la FCA, qui est le régulateur britannique, ne sera plus un régulateur de l'Union européenne. Donc, pour moi, c'est un débat qui est clos. C'est très très important à l'avoir en tête. Alors après ça, on peut se dire on pourrait faire une exception. Alors, faire une exception sur ce type de choses, ça veut dire arrêter l'Union européenne. C'est très simple. On peut aussi arrêter tout de suite. Je ne pense absolument pas que ça soit la volonté des 27 pays restants. Donc ça ne se fera pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Estimation grossière, approximative. Probablement 20% des services financiers, des produits générés par la City de Londres correspondent à des services certes générés à Londres, mais exportés vers l'Union européenne. D'accord ? Ils servent le marché de l'Union européenne depuis Londres. 20% de 150 ou 225 milliards, qui sont les deux chiffres que je vous donnais tout à l'heure, ça fait quelque part entre 30 et 40 milliards de livres sterling par an. 40 à 50 milliards d'euros selon la façon dont on compte et les taux de change. Okay. La question qui se pose, et c'est la question qui m'est posée, c'est du point de vue des Britanniques, ils n'ont pas envie de perdre ça, mais désolé, ils vont le perdre. Il n'y a juste pas le choix, et c'est le sujet qui a été abordé avant. Mais mettons-nous du point de vue de l'économie européenne. L'économie européenne, elle a besoin de se financer, évidemment, et elle a besoin d'investir. Et puis la troisième chose, elle a besoin de couvrir ses risques financiers, et il y a beaucoup de risques financiers à couvrir. En gros, ce sont les trois grandes fonctions de la finance. Financer directement, investir, qui est une autre façon de financer, soit dit en passant, mais on ne va pas entrer dans l'analyse de cette question, et puis couvrir ses risques. Compte tenu du fait qu'il y a peut-être, encore une fois, on est dans l'approximation, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, entre 1/3 et 2/3 de ces activités, selon les activités qui sont aujourd'hui fournies aux professionnels et aux entreprises de l'Union européenne depuis Londres, et encore, c'est vraiment selon les activités, il faudrait raffiner, on peut se dire, ah oui, mais attendez, du jour au lendemain, l'économie européenne ne va plus être financée, ne va plus pouvoir couvrir ses risques. Est-ce qu'on n'est pas complètement fou et est-ce qu'on ne va pas à la catastrophe? Et donc, effectivement, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Carney, a expliqué il n'y a pas très très longtemps que, par exemple, les banques européennes, les petites, il y a beaucoup de banques dans l'Union européenne, il y a environ 8000 banques, dont alors, la France a un marché bancaire concentré, mais par exemple en Allemagne, il y a environ 2000 banques, donc vous imaginez bien beaucoup de petites, juste pour donner des exemples, et ces petites banques n'auraient plus les moyens, parce que les banques traitent entre elles, évidemment, notamment de couvrir leurs risques financiers, et donc on courait à la catastrophe et que le système financier européen risquait de s'écrouler du jour au lendemain parce que Londres ne pourrait plus les servir. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Alors, de mon point de vue, c'est une affirmation, encore une fois, avec tout le respect que je lui dois, qui n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de sens? Parce que les services de couverture de risque des risques financiers, en gros, c'est des produits dérivés sur taux d'intérêt. Dans le jargon, on appelle ça des swaps. Très bien. C'est un marché qui est assez concentré, qui est le fait de, on va dire, une douzaine de grandes banques dans le monde. Alors, il y en a beaucoup plus qui en font. Enfin, il y en a qui sont beaucoup plus dominantes que d'autres. Parmi ces grandes banques, il y a notamment 2 grandes banques françaises, et même 3, et une grande banque allemande. Donc déjà, vous voyez que 3, voire 4 sur 12 sont des banques de l'Union européenne. Pour ne pas les nommer, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole est également importante, et puis Deutsche Bank. Ne serait-ce que ces 4-là sont des acteurs majeurs de ce marché. Elles peuvent continuer à procurer ce service du jour au lendemain. Le fait qu'elles aient concentré une partie de leurs équipes à Londres depuis un certain nombre d'années pour des raisons qui leur appartiennent et pour des raisons opérationnelles,
ne les empêchera absolument pas du jour au lendemain, mais littéralement, à déménager leurs équipes et à leur dire aujourd'hui vous travaillez dans la City, demain vous retournez à Francfort ou à Paris. Donc ces banques-là, elles continuent à offrir les mêmes services aux mêmes clients sans aucune interruption. Accessoirement, leurs grandes concurrentes américaines et suisses, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je serais extrêmement étonné qu'elles leur laissent le gâteau. Donc elles vont s'arranger et elles vont demander aux autorités, de mon point de vue, allemandes et françaises, le droit d'opérer depuis Francfort ou Paris pour continuer à offrir ce service. Donc cette affirmation du fait de dire qu'à cause du Brexit, le système financier européen va plus pouvoir couvrir ses risques et court un risque majeur n'a pas de sens. Après ça, il y a une autre affirmation qui consiste à dire on a aujourd'hui un marché londonien très efficient et si on ne peut plus accéder, si les entreprises, et là je ne parle plus de la finance, je parle des entreprises, on va dire non financières, ne peuvent plus accéder à ce marché financier londonien efficient, alors leur coût du capital, le coût qu'elles doivent payer pour se financer, va augmenter. Alors certains chiffrages ont été donnés, 10 points de base sur une base de 12 000 milliards d'euros, ce qui fait 12 milliards d'euros par an, voilà, des estimations de ce type. Je pense également que cette affirmation, sauf une fois de plus, le respect que je dois aux personnes qui l'ont prononcée, n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que d'abord, il me semble que la notion de un marché financier ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il existe des marchés financiers. Il y a un marché, j'évoquais celui des swaps de taux d'intérêt. C'est un produit financier, et puis il y a des gens qui les traitent. Les marchés des actions, les marchés des obligations d'entreprise, les marchés des obligations d'État. Je m'arrête là, mais il y a toute une série de marchés financiers. Concrètement, un marché financier, c'est quoi? C'est une équipe de professionnels dans une entreprise agréée, solide et qui connaît son métier et qui opère pour analyser, traiter sur les marchés et vendre. Aujourd'hui, ces équipes, elles sont concentrées très souvent, pas exclusivement quand même, il ne faut pas exagérer, mais très souvent à Londres. Que cette équipe opère depuis Londres, depuis Liverpool Street ou depuis la Défense, je ne vois juste pas la différence sur sa capacité à offrir un bon prix et à servir les investisseurs et les entreprises et à jouer son rôle d'intermédiaire entre les deux. Donc cette affirmation me semble totalement dénuée de sens. Il n'y aura pas une petite différence de fiscalité quand même? Enfin, c'est juste une question. Entre Londres et d'autres places européennes? Alors, il y a deux choses. Il y a la fiscalité sur les entreprises qui opèrent et il y a la capacité à offrir un service au même prix. Si un émetteur émet une obligation, un émetteur, par définition, ça a un certain standing, un profil de risque, etc. Que l'équipe, et c'est mon propos, que l'équipe qui va faire l'analyse de la qualité de cet émetteur, mettre un prix sur son obligation et vendre son obligation soit basée ici ou là, ça ne change rien. Qui plus est, j'ai lu des arguments, et je pense qu'on est tous ici intéressés par l'économie, qui nous expliquaient que ça s'appliquerait aux émetteurs européens et pas aux autres. Alors là, on est vraiment dans la fantaisie la plus complète, parce que je ne vois pas, je veux dire, quand on fait l'analyse, qu'on fasse l'analyse d'un côté ou de l'autre du Chanel, voilà, la question n'est pas de savoir si l'émetteur est allemand ou américain. On regarde sa qualité. Après ça, vous avez raison, les fiscalités sont différentes selon les pays. Il faudrait faire une analyse fine du sujet, parce qu'elle est beaucoup plus nuancée que ce qui est parfois dit. Après ça, que les charges, ce qu'on appelle les charges patronales, soient plus élevées en France qu'au Royaume-Uni, c'est une certitude. Il n'y a même pas de débat. Mais de toute façon, sur ces activités-là, elles vont quitter Londres. Donc le sujet, c'est plus de savoir si Paris est plus cher que Londres sur cette question-là, mais le niveau relatif entre Paris et Francfort. Et ça, c'est le débat de est-ce que les activités vont se déplacer à Paris ou à Francfort. Accessoirement, sur la fiscalité personnelle, la fiscalité des individus, sur des populations qui gagnent bien leur vie, la fiscalité est beaucoup plus avantageuse en France qu'au Royaume-Uni, contrairement à ce que l'on dit en permanence. L'Institut Friedland que je dirige avait organisé au mois d'octobre dernier un petit déjeuner où on avait fait venir notamment un banquier français qui dirige une banque allemande à Londres. On s'est dit c'est
le bon candidat, et on lui a posé un certain nombre de questions. Alors, vous allez déplacer votre business? Une question très intéressante dans la salle de quelqu'un qui lui dit, mais de toute façon, vous n'allez jamais revenir à Paris parce que la fiscalité sur les personnes est beaucoup trop élevée. Il dit, mais détrompez-vous, j'ai un pied à Francfort, moi qui ai un pied à Francfort, un à Londres et à Paris, c'est à Paris que je veux être fiscalisé. Parce que les taux d'imposition sur les personnes sont les mêmes à Paris qu'à Londres. Mais les tranches marginales commencent beaucoup plus bas à Londres, et en plus, il n'y a pas de quotient familial. Ce qui veut dire que sur des revenus, je ne parle pas des revenus hallucinants qu'on lit ici ou là dans la presse, mais des revenus très confortables qui permettent de bien vivre de 90% de la population concernée, on est mieux en vivant à Paris qu'à Londres. Donc il faut vraiment nuancer ces questions fiscales. Donc, oui, bien sûr, les entreprises qui sont aujourd'hui concentrées à Londres avec un écosystème qui est d'une grande... Londres a su développer un écosystème financier qui est incontestablement d'une grande efficacité et qui tourne bien. Et puis, il y a des cercles vertueux dans ce genre de choses. Voilà. Londres a fonctionné comme une espèce de pompe aspirante de toute la finance européenne depuis des années. Ce mouvement-là, il est juste terminé. C'est le choix des Britanniques. Très franchement, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en réjouisse pas, c'est un fait. Donc, il va y avoir 20% de l'activité de la City qui va quitter la City. Ça veut dire que la City va rester un centre financier majeur, pour ne pas dire le premier centre financier du monde. Mais la tendance précédente qui consistait au toujours plus et au fait de capter tout est inversée. Et puis, il va y avoir, pour un montant de business qui est le montant que j'évoquais tout à l'heure, qui représente quand même, il faut avoir les ordres de grandeur en tête, environ 2 points de PIB français. On parle quand même de 2 points de PIB, qui va aller se relocaliser, je pense essentiellement en Allemagne et en France, dans une proportion que je suis incapable de déterminer, et peut-être un petit peu dans d'autres pays. Mais ça n'empêchera absolument pas l'économie européenne de se financer, et de se financer rigoureusement au même coût. Voilà, je serais heureux de débattre plus avant. Peut-être un dernier point pour mettre en exergue un paradoxe qui est celui des Britanniques aujourd'hui. On les entend à la fois dire qu'ils veulent garder cet accès au marché unique européen, et en même temps dire qu'ils veulent déréguler la finance. Alors, c'est totalement antinomique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute l'Union européenne a exactement la même réglementation financière. Au passage, si vous entendez dire « Ah oui, c'est bien en Grande-Bretagne parce qu'on a moins de réglementation financière », c'est bien sûr faux, parce que la réglementation est décidée au niveau européen. Donc, il y a rigoureusement la même aujourd'hui. Et la dynamique, c'est de dire, demain, on va garder l'accès, on voudrait garder l'accès, mais on va avoir moins de règles. C'est totalement antinomique, parce qu'avoir accès au marché européen, ça suppose précisément de respecter les mêmes règles. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Et puis, quand vous parlez avec des Britanniques qui ne sont pas des responsables politiques, qui sont souvent, on va dire, dans une autre sphère, mais simplement des experts, des gens qui réfléchissent, et pour peu qu'il n'y ait pas de caméra ou de micro, tout le monde dit que la Grande-Bretagne s'est mise dans une situation qui est juste impossible, et ils s'arrachent les cheveux pour savoir comment ils vont pouvoir gérer tout ça. J'ai eu l'occasion d'être invité dans un certain nombre de cénacles de ce type, où des gens intelligents, compétents, sincères se disent « Waouh, comment est-ce qu'on va faire ?» Et c'est tout sauf simple. Donc, effectivement, j'adhérerai à la phrase qui a été dite tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup d'amitié et même d'attache dans ce pays. Bonne chance à eux. Je vous remercie. Du coup, juste peut-être une dernière petite question très rapide à l'ensemble de nos panélistes. Juste, je demande une réponse de 30 secondes, comme ça laissera le temps de poser des questions de la part du public. On sait donc qu'avec le Brexit, il y a des risques sous-jacents qui est notamment dû à l'incertitude résidant dans les négociations. Et donc, selon vous, quels sont les principaux points latents et clés qui pourraient résider dans les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Monsieur Magnier, peut-être si vous souhaitez commencer. Oui, alors très rapidement, je pense que... Pardon. Oui, très rapidement, la question du passeport a été évoquée en détail, je n'y reviens pas. C'est évidemment le cœur de la négociation, en tout cas dans une phase préliminaire. La difficulté vers laquelle on va, c'est d'assurer le mécanisme de contrôle de la façon dont on aura abouti dans la négociation. Avec culturellement une Grande-Bretagne qui a de très grosses difficultés à accepter l'idée d'une jurisprudence européenne définie par la Cour de justice en matière de régulation du marché intérieur, c'est bien beau d'aboutir au résultat d'une négociation, encore faut-il que après la négociation, ça puisse être
garantie par un contrôle. Et qui va monitorer ce contrôle? Alors si on le fait à l'européenne, c'est la Commission européenne et la Cour de justice, mais la Commission européenne et la Cour de justice, face à une réglementation qui toucherait des pays tiers, dans la dimension de l'espace économique européen, ça a toujours donné des difficultés d'interprétation. Donc il ne faut pas entamer la négociation sans avoir très clairement présent à l'esprit que le point d'aboutissement, c'est qui contrôlera le droit à l'arrivée. Vous le savez tous, l'Union européenne, y compris en matière économique, est une construction par le droit, et le droit se contrôle. Je pense que c'est un des éléments centraux. Logiquement, cette négociation, elle devrait bien se passer, mais elle va très mal se passer. Pourquoi elle devrait bien se passer? Parce que le résultat final est relativement clair, logique. C'est ils doivent payer un gros paquet, parce qu'ils laissent une ardoise, on n'en a pas parlé. Mais il y a quand même toutes les retraites à payer, notamment des fonctionnaires européens. Il y a plein d'engagements qui ont été pris. Donc, le point de départ, on leur demande 60 milliards d'euros à peu près. Eux, ils ont envie de payer 3. Bon, entre 3 et 60, il y a une marge de négociation. Parce qu'ils disent finalement, légalement, on n'a rien à payer. Nos fonctionnaires vont toucher des retraites, mais on n'a pas besoin de les payer, nous. Donc, normalement, ils doivent payer le gros paquet. Ils doivent payer les 60 milliards d'euros. Il est clair qu'ils ne peuvent pas espérer garder le passeport ou des choses équivalentes pour toutes les raisons extrêmement bien expliquées par Thierry Philippona. Mais en revanche, il est clair que notre intérêt, c'est... Alors, en revanche, sur l'aspect bien, le fait d'avoir un accord de libre-échange normal qui permet de ne pas payer de droits de douane, c'est aussi l'intérêt de tout le monde. Donc la finance doit être traitée différemment. Et puis, on veut qu'il n'y ait pas de rupture. Et donc, la négociation doit être surtout sur une phase intérimaire, la fameuse phase de transition, disant pendant 3-4 ans, la finance, vous faites encore des choses, et puis voilà. Donc normalement, ça devrait être assez simple, on se met d'accord sur ces paramètres, et c'est la phase intérimaire qu'on négocie. Mais le problème, c'est quand même une négociation où on parle d'un côté 60 milliards d'euros, et de l'autre côté, des tas de gens au Royaume-Uni qui vont essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et d'ailleurs, Theresa May l'a dit elle-même dans son discours de lancement, en disant « je veux l'accès », etc. Et donc, c'est une négociation qui devrait bien se passer, mais comme toute négociation où les choses ne sont pas claires au début, on va menacer de sortir, claquer la porte, et voilà, donc on va beaucoup s'amuser pendant au minimum 1 an, alors que finalement, c'est pas si compliqué. Ils devraient prendre leurs pertes d'un côté et négocier uniquement la transition, mais ça ne va pas se passer comme ça. Bon, je suis d'accord avec ce qui a déjà été dit, plus quelque chose quand même. Pour moi, la finance, c'est assez simple, il n'y a rien à négocier, ou il ne devrait rien avoir à négocier, simplement une période de transition, et s'ils ne veulent pas négocier une période de transition courte, d'1 an ou 2, pour faciliter aux grands opérateurs financiers le transport de leurs équipes, la réinstallation, la réalisation des investissements, notamment informatiques, la reconstruction d'un écosystème. On n'a qu'à le décider unilatéralement. On donne aux banques, aux assureurs, aux gestionnaires d'actifs 1 an de plus, 1 an et demi de plus, et tout se passera très bien. Donc, de mon point de vue, les 27 n'ont rien à négocier dans ce domaine-là. En revanche, dans le domaine des marchandises, c'est extraordinairement compliqué. La négociation d'un accord de libre-échange, prenons un cas très simple qui est celui du Canada, ça nous a pris 7 ans. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est long, même dans des cas simples, et là, ça va être compliqué. Ça va pas être simple. Parce que mettre les droits de douane à 0, ça prend 5 minutes. Et c'est l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est pas une difficulté. En revanche, ce qui est compliqué dans un accord de libre-échange, c'est la façon dont on gérera la divergence des normes. Alors, il se trouve qu'au Royaume-Uni, au départ, on a les mêmes normes, mais immédiatement après la sortie, ça peut commencer à diverger secteur par secteur. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des médicaments qui rentrent parce qu'ils sont agréés par l'Agence européenne des médicaments, donc c'est bon, ils peuvent être mis sur le marché. Demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur les normes dans le secteur automobile? Qu'est-ce qu'on fait sur les normes des produits chimiques? Donc vous allez voir que secteur par secteur, on va avoir des négociations extraordinairement compliquées sur la façon dont on jugera l'évolution des normes et la remise en cause du libre-échange dans tel et tel secteur très fin. Et ça prend des années et des années. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre le moment où le Royaume-Uni sort et le moment où on aura un accord de libre-échange, même partiel, ne couvrant que certains secteurs, mais dans les secteurs les plus importants? Ça, c'est un casse-tête. En plus,
on est tous liés par les règles de l'OMC à travers l'Union européenne. Donc le Royaume-Uni doit négocier son adhésion directe à l'Union européenne. Donc il doit théoriquement négocier avec tous les pays du monde membres de l'OMC ce qu'on appelle des concessions réciproques. Je veux être adhérent, voilà ce que j'apporte et voilà ce que j'entends recevoir. L'Union européenne a négocié des accords avec tous ces pays. Est-ce que certains ne vont pas dire « Ah oui, mais nous, on a négocié sur la base de l'Union européenne qui était 15% plus grande, alors est-ce qu'on redemande à négocier ou pas ?» Bref, on a beaucoup... Qu'est-ce qu'on fait des accords bilatéraux qui existent entre l'Union européenne et certains pays avec des quotas d'importation dans un sens ou dans l'autre, le bœuf coréen, comment est-ce qu'on le répartit? C'est extraordinairement compliqué. Et donc là, on a à mon avis, des vrais risques qui sont essentiellement des risques pour les Britanniques. D'ailleurs, ils peuvent être, ça peut complètement désorganiser leur économie et leur commerce, mais qui sont quand même des petits risques pour l'Union européenne. Et ça, à mon avis, ça va être le cœur de la négociation. D'autant plus que, vu du point de vue, je peux me mettre à la place du gouvernement britannique, mais si la City de Londres perd 20% de son activité, c'est une zone riche. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, qui viennent d'autres pays, qui repartiront chez eux ou qui repartiront dans l'un des centres européens qui reprendront ces activités. C'est pas dramatique. En revanche, s'il y a une rupture dans certaines filières industrielles ou d'industrie agroalimentaire qui met au chômage des milliers de gens dans des zones qui sont relativement défavorisées, qui sont précisément les zones qui ont voté pour le Brexit, les résultats en termes politiques sont assez différents. Très brièvement, pour mettre en exergue fondamentalement les mêmes problématiques, les sujets d'un point de vue technique à discuter, à réfléchir et négocier sont tellement complexes que, effectivement, comme le disait M. Noyer à l'instant, dans un cadre où on s'assoit autour de la table, on est expert, la relation est harmonieuse et on travaille de façon systématique, 2 ans, c'est pas réaliste. Quand vous mettez là-dessus une couche de les relations vont pas nécessairement être harmonieuses, elles peuvent devenir très très rapidement passionnelles. Certains hauts responsables politiques britanniques, comme M. Johnson ou M. Davis, pour ne pas les nommer, disent en gros si on n'a pas de deal, tout va bien, on s'en moque éperdument. Ce qui est, si on raisonne, si on se met dans la peau d'un Britannique et qu'on est un tout petit peu technique, une absurdité totale. Le danger, c'est qu'on n'arrive pas à avancer du tout. Exemple qui est anecdotique, mais qui est quand même très parlant, quand le Groenland a quitté le marché commun, qui était infiniment moins complexe que l'Union européenne, il y a plus de 20 ans, Groenland, 50 000 habitants, une seule industrie, la pêche. D'accord ? 50 négociations. D'accord ? Groenland, 50 000 personnes, la pêche. 50 discussions. D'accord ? Je ne vous raconte pas pour une économie de 60 millions d'habitants qui est de la taille de la France. S'il n'y a pas la bonne volonté politique, la pendule va jouer contre, le temps qui passe va jouer contre la Grande-Bretagne et le danger pour eux est maximum. Et donc en gros, ils sortiront jamais peut-être. Enfin, on verra ça. Non, ils sortiront, et c'est la question du droit qui était évoquée. La Cour européenne de justice, alors politiquement, il est de bon ton en Grande-Bretagne de dire ah c'est horrible d'être régulé par la Cour européenne de justice, mais par exemple s'il y a des sujets financiers, on n'a absolument pas le temps de rentrer dedans, une question de compensation ou autre, où voilà, la Grande-Bretagne a largement bénéficié de la Cour européenne de justice, qui régule également les questions de gestion de déchets nucléaires. Tout petit sujet comme on l'évoque. Euratom, demain, sans Cour européenne de justice et les déchets nucléaires en Grande-Bretagne, personne ne sait comment ça va fonctionner. Et là, on ne parle plus de PIB, on parle de sécurité du pays. Donc c'est tout sauf simple et je ne suis pas sûr que qui que ce soit ait la solution à cet instant. Merci beaucoup. Alors on va passer très vite tout de suite aux questions de la salle. On va circuler, on va essayer de... Alors si vous pouvez poser des questions assez brèves, et puis voilà, donc j'avais vu la dame en haut avant, mais je reviens tout de suite vers vous après. Voilà. Tenez, madame. Merci beaucoup. Oui, bonjour, madame Marouani, Michel Marouani, enseignante en éco. La question, c'est que bon, l'Angleterre est en difficulté, bien évidemment, mais que se passe-t-il s'il y a une division côté donc membre de la zone euro, enfin l'Union européenne même,
dans les négociations. C'est-à-dire que tout le monde évoque le risque de division dans les accords qu'on pourrait signer avec l'Angleterre. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Merci, je ne sais pas qui veut. Donc si le reste de l'Europe se divise sur la position à adopter vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Une réponse très rapide, c'est de dire qu'il faut distinguer deux négociations. La négociation de sortie proprement dite, celle qui est prévue par le traité, c'est-à-dire en gros le chèque de 60 milliards dont parlait Olivier Davan, je crois, et d'autres choses bien sûr. Disons le règlement du divorce. Pour ça, le traité a prévu une règle de majorité qualifiée particulière, donc on sait comment ça se décide, ou ça ne se décide pas s'il n'y a pas d'accord avec le Royaume-Uni. Et puis, un nouvel accord éventuel, par exemple un nouvel accord de libre-échange. Et là, on est dans la même problématique que celle qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec le Canada, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité. Et donc, n'importe quel pays peut bloquer, et peut-être même la Wallonie, comme on l'a vu, peut bloquer un accord avec le Royaume-Uni. Je dis la Wallonie, mais ça pourrait être n'importe quel État qui a un système constitutionnel qui l'amène à refuser d'être l'accord. Pardon, et à ce moment-là, eh bien, il n'y a rien. On retombe dans les règles mondiales normales. C'est un pays tiers sans accord avec l'Union européenne. Est-ce que... Bonjour. Ah oui, comme ça? C'est bon? Ok. Est-ce qu'ils peuvent finir par revenir dans l'Union européenne? C'est peut-être un peu naïf, hein, mais s'ils voient que c'est trop compliqué et qu'ils en ont marre... Si je peux répondre, en théorie, oui. En théorie, oui. Il y a même des débats que j'ai entendus de juristes britanniques qui se demandent si, une fois que le fameux article 50 va être activé, c'est-à-dire la semaine prochaine, s'ils changent d'avis dans 3 mois, dans 6 mois, est-ce qu'ils peuvent changer d'avis? Alors, débat juridique très complexe, moi, j'ai pas la réponse. Certains disent oui. Voilà. Certains disent non, certains disent oui. Après ça, la réalité, c'est que c'est une question de dynamique politique. Donc, est-ce qu'ils peuvent revenir? Une fois qu'ils seront sortis, ils peuvent à nouveau être candidats pour rentrer. Mais enfin, bon, l'appétit de l'Union européenne pour les admettre va peut-être être un peu limité. Je pense qu'on parle de 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être dans le meilleur des cas, si ça se passe. Si je peux ajouter un mot, le paradoxe dans le premier cas de figure, c'est savoir s'il pourrait arrêter les pendules et stopper le processus de sortie. C'est une question qui, juridiquement, devrait être tranchée par la Cour européenne de justice. Absolument. Et c'est ça qui les ennuie. C'est-à-dire que poser la question, ça veut dire demander à la Cour européenne de justice quel est le droit. Et c'est tellement contraire à l'un des credos des Brexiters, comme on dit, que ça les embête. Mais... Oui, bonjour. Sébastien Chéron, professeur d'économie-gestion. J'aurais 2 remarques et une question. La première remarque, le Brexit, c'est pas un Waterloo. Quand j'entends, par exemple, l'idée qu'on va récupérer, un peu comme après Waterloo, les restes de la City, etc., ça m'interroge dans le sens où, par exemple, l'activité de la Cité était couplée avec une activité d'assurance, avec la Lloyd's, et l'arbitrage. Et quand on voit l'évolution du secteur de l'arbitrage au niveau international et que les centres d'arbitrage qui concurrencent la Lloyd's sont Singapour de plus en plus et Hong Kong, et non pas malheureusement le centre de Paris ou Hambourg, je m'interroge sur la capacité qu'on aurait en l'état, si on n'adopte pas des mesures transitoires pendant les 2 ans pour justement pouvoir récupérer cette activité venant de Londres, sur cette capacité ou alors peut-être j'ai mal compris, j'ai senti quelque chose comme si c'était automatique qu'on allait récupérer ça, nous ou les Allemands. Moi, ça m'interroge parce que quand on voit le secteur, la faible attractivité de la région Europe par rapport à la région Asie, par exemple, je me demande comment une entreprise qui a son activité en Asie va venir placer son argent en Europe, tout simplement par coût d'opportunité. Le principe de la finance, c'est on met son argent dans un coffre, dans une cave. Si la cave elle est en bas de chez moi, c'est plus facile d'y avoir accès que si elle est à l'autre bout de la ville. Donc, à mon avis, il y a quand même des questions à se poser si on souhaite. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas une opportunité, justement, de récupérer les activités de la City, mais je pense qu'il faut faire attention à ce que notre animosité vis-à-vis des Anglais ne prenne pas le pas sur nos décisions stratégiques. C'est-à-dire qu'il faut aussi se demander, est-ce qu'on a intérêt à mettre à mort, quelque part, la situation anglaise, avec un Brexit dur, etc., etc. Est-ce que c'est réellement dans notre intérêt stratégique?
C'est la question que voilà, je voulais poser. Merci. Vous me permettez de répondre ? Alors, je pense que là où vous avez 100% raison, monsieur, c'est que ce n'est pas une question de Waterloo et qu'il n'y a aucun lieu d'avoir aucune animosité. Donc là, je pense qu'on est dans l'analyse froide, j'ai presque envie de dire mécanique, de la dynamique des choses. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui est là-bas, qui a vocation à continuer parce qu'en gros, il y a de l'offre et de la demande, on raisonne en économie, il y a des gens qui ont envie d'offrir leurs services, puis il y en a des gens qui en ont besoin. Ça va pouvoir être offert de là-bas, donc demain, ça sera offert depuis, je raisonne vraiment en économiste, depuis ailleurs dans l'Union européenne. Donc c'est vraiment de la mécanique pure et dure, et c'est pas le côté j'aime pas ou passionnel. Il y a pas de passion à avoir dans le sujet. Dans un monde idéal, c'est juste une absurdité totale cette histoire de Brexit. Mais le fait est, bon, donc voilà. Moi, je sais pas si vous voulez compléter, mais peut-être un mot de plus pour dire que il y a deux types d'activités. Il y a celles qui doivent être fournies à partir de l'Union européenne, parce que c'est la règle. C'est la règle aujourd'hui, ça va être la règle demain. Ça, ou bien elle disparaît, ou bien elle va de Londres, quelque part ailleurs, chez les 27. Mais elle ne peut pas partir à l'autre bout du monde. Et puis, il y a des services qui, en effet, sont des services qui sont fournis internationalement. Et là, quelle est l'attractivité de la zone Europe ? Que ça reste à Londres, parce qu'après tout, dans les 70 ou 80% qui resteront à Londres a priori, est-ce que ça restera à Londres? Est-ce que quelques-unes viendront sur le continent parce qu'il y aura un effet d'attractivité? Ou est-ce que d'autres partiront en Asie, en Amérique? Et ça, ce sont les avantages comparatifs des grandes zones économiques qui donneront la réponse. Mais en tout cas, les 20 ou 30% qui sont liés à la réglementation européenne, elles viendront nécessairement sur le continent, enfin, dans le reste de l'Union européenne. Bonjour. Concernant le référendum pour l'indépendance de l'Écosse, vous en pensez quoi? Si personne n'a d'idée, je vais me lancer. Je ne vais pas du tout vous répondre politiquement, parce que c'est avant tout un choix politique, mais la question pour les Écossaises est très difficile. Ils ont un attachement fort à l'appartenance à l'Union européenne, ils l'ont manifesté. Et il y a les liens économiques entre l'Écosse et l'Union européenne sont assez forts. Autrement dit, ils se disent, eux comprennent en majorité que sortir de l'Union européenne, ça peut être dramatique, c'est un risque énorme. Et d'un autre côté, ils ont aussi des liens économiques très forts, encore plus forts avec le reste du Royaume-Uni. Donc pour eux, c'est absolument cornélien. Ils n'auraient pas voulu du Brexit. Le Brexit arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça c'est un vrai choix de politique et de société qui conduit le parti au pouvoir, indépendantiste, entre guillemets, à vouloir reposer la question aux citoyens. Mais c'est un choix très, très difficile. Au fond, les deux cas de figure, indépendance ou pas indépendance, sont des cas de figure à risque très fort de leur point de vue. Voilà, bonjour. J'ai une question. Là, on est en période électorale concrètement, et le débat du Frexit n'a jamais été aussi présent sur certains candidats. Je voudrais savoir votre avis sur cette question. S'il y a un risque que la France, à moyen terme ou à long terme, puisse quitter l'Union européenne. Oui, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a clairement, on va dire, si on parle des 50 grands candidats qu'on connaît tous, il y en a 2 sur 5 qui disent « je veux quitter l'Union européenne ». Très bien, moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Après ça, est-ce que la France, en général, voudrait le faire? J'en sais rien. On peut tous les deux jouer à la devinette. Quitter l'Union européenne, c'est pas pareil que quitter l'euro. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, enfin, j'entends notamment à l'extrême droite le côté quitter l'euro, clairement. Ce qui, alors, c'est pas le débat du jour, mais enfin, bon, si vous me lancez sur le sujet, c'est juste une absurdité économique. Alors, pour se tirer une balle dans le pied, c'est juste parfait. Bon, et quitter l'Union européenne, un Frexit, les mêmes causes produiraient les mêmes effets, c'est-à-dire que toute cette complication et cette isolation d'un pays qui va s'atrophier après serait enclenchée.
Donc après ça, est-ce que ça se passera? Moi, je ne maîtrise pas les dynamiques économiques. Ma conviction, c'est que pour se faire du mal, c'est juste parfait. Oui, Jean-François Bachet, anciennement ingénieur au ministère de l'Agriculture. Je voudrais revenir sur les travailleurs des pays de l'Est, qui a été une des causes importantes du Brexit. La communauté, en partie polonaise, a très mal vécu les suites du référendum. Il y a même eu des Polonais qui ont été agressés, morts. Je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qui va se passer pour eux et quelle va être l'attitude des gouvernements polonais, roumains, en lien avec cette question des travailleurs. Est-ce qu'ils vont avoir une attitude très dure? Et quand on connaît le gouvernement polonais actuel, on peut avoir quelques interrogations. Oui, là, non, c'est bon. Oui, non, c'est évidemment un sujet essentiel. Hein. J'ai mentionné, il y a 1,6 million d'Européens de l'Est au Royaume-Uni, 800 000 Polonais. Petite digression, ce qui est assez drôle, c'est que c'était leur choix. C'est-à-dire quand on voit au moment où ces pays sont rentrés dans l'Union européenne, les Anglais, je pense, ont été les seuls à les laisser rentrer tout de suite massivement. Non, c'est super, la croissance, l'efficacité, etc. Donc c'est largement leur choix, s'ils ont autant. On voit très bien que ça fait partie pour eux des grandes armes de négociation. Hein, puisqu'ils on a vu les débats au Parlement britannique, le gouvernement a refusé de s'engager à traiter humainement ces gens-là. Ça fait partie des armes de négociation pour essayer d'obtenir d'autres choses par ailleurs, à la fois le chèque et puis l'accès au marché. Ça fait partie des choses qui vont être très compliquées dans la négociation. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, vous avez parlé du Groenland pour la pêche. La pêche pour le Royaume-Uni, c'est aussi une belle affaire, parce qu'on a quand même un accès général aux eaux britanniques. Quand on va du côté de Boulogne-sur-Mer, c'est un sujet qui n'est pas négligeable. Moi, je pense que là aussi, les choses devraient être relativement claires. Alors, quand je dis clair, ça me permet de revenir sur... Je ne veux pas dire que c'est simple. Je veux dire, dans une négociation, il y a deux choses. Il y a les grands paramètres vers quoi on va aller, et puis ensuite, il y a la négociation au sein des grands paramètres. Et quand je dis ce qui devrait être clair, c'est les grands paramètres vers lesquels on va. Et on va vers un accord de libre-échange. Et évidemment que cet accord de libre-échange, je ne veux pas être mal compris, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, il ne va pas être négocié dans les 12 mois qui viennent. Ce qu'on peut négocier dans les 12 mois qui viennent, c'est de dire on aura un accord de libre-échange et on a une période intermédiaire de 3 ans dans lesquels voilà comment ça fonctionne pour être capable d'ensuite aller vers l'accord de libre-échange. Donc je pense que il y a deux sujets, il y a les grandes règles et ensuite comment on met ça en musique. Et donc, moi, je pense que vers quoi on va, et on le sent bien, mais évidemment, ça fait partie de la négociation globale, c'est que ceux qui sont là-bas seront effectivement à la fin protégés et que les nouveaux qui arriveront, on mettra plein d'obstacles. Les Britanniques ne peuvent pas le dire, qu'ils sont prêts à protéger ceux qui sont déjà là-bas, mais à la fin, voilà, une négociation qui se passerait bien. Rapidement, on serait d'accord là-dessus, on pourrait passer aux choses compliquées, la pêche, l'atome, tout ça. Mais j'ai bien peur, ce que je disais, c'est que même ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et que donc, on les garde en otage le plus longtemps possible, parce qu'on n'est pas d'accord sur les chèques, on n'est pas d'accord sur l'accès au marché financier. Bonjour. Est-ce que, au vu de la montée qui semble irrésistible des populismes dans toute l'Europe, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause l'Europe finalement, et que le Brexit soit le début de la remise en cause de la place de l'Europe, du fonctionnement de l'Europe et de l'Union européenne? Moi, je veux bien m'essayer. Que le populisme, on voit ce qu'on veut dire, soit une remise en cause de l'Europe, c'est une évidence. Le principe même du populisme, c'est d'offrir des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et sa deuxième caractéristique, c'est de trouver des boucs émissaires. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, j'ai trouvé un bouc émissaire. C'est vieux comme le monde. Hein. Vous lisez l'histoire du monde, il y a toujours un moment où on va chercher un bouc émissaire, c'est la faute à un tel. Voilà. Donc, que l'Europe ne soit pas parfaite, je pense que toute personne à peu près sensée en a fait l'analyse, mais on pourrait aussi parler très 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 longuement de tout ce qu'elle a réussi à faire et de tous ses mérites. Et c'est pas une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide, c'est une bouteille, de mon point de vue, je ne sais pas, c'est 70 ou 90% pleine, ou 80% pleine et 20 ou 30% vide. Alors certes, on peut se focaliser sur ce qui est vide et puis pas jamais parler de ce qui est plein. Et à ce moment-là, c'est l'histoire du gars qui a une fuite d'eau dans sa salle de bain qui dit « je vais casser la maison parce que j'ai une fuite d'eau dans la salle de bain ». Moi, je propose de réparer la fuite d'eau plutôt que de détruire la maison. Et
fondamentalement, les populistes, ils disent on va tout détruire. Le problème, c'est que nos responsables politiques, alors quand je dis non, c'est tout pays confondu, hein, et droite, gauche, que sais-je, enfin, quelle que soit la tendance, il y en a très très peu qui se mettent debout, je n'ai pas dit personne, mais il y en a peu qui disent eh bien voilà, la maison, elle mérite d'être défendue, et puis on va améliorer ce qui doit être amélioré. Et oui, c'est pas parfait, ça c'est certain. Et ça, c'est du débat politique. Moi, je suis pas politique, je fais qu'un travail d'analyse, donc on essaye d'alimenter la question. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les populistes qui, pour reprendre mon image, disent « Oh, il y a une fuite d'eau », bah oui, ils ont raison, il y a une fuite d'eau, mais c'est pas une raison pour tout casser. Je voudrais juste vous poser une question, mais qui se pose à chacun d'entre nous en tant que citoyen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace public, le discours pro-européen ne passe plus ? Qu'est-ce qui fait qu'il est impuissant à avoir une vertu prophylactique? Et qu'est-ce qui fait que n'importe qui casse un peu l'Europe est immédiatement écouté et que ceux qui veulent prendre la défense d'un bilan objectif ne sont plus audibles? C'est un sujet qui se pose à la sphère publique en général, à la société civile et bien sûr aux politiques. Il y a quand même un indicateur extrêmement significatif. Hein. C'est la montée numérique du nombre de députés au Parlement européen qui siègent dans des groupes qui, de l'intérieur, veulent casser le système. Dans 2 ans et demi, on a un grand rendez-vous démocratique, ce seront les élections européennes de 2019. Il y a un certain nombre d'analystes qui s'accordent à penser que, au-delà d'un Parlement qui franchirait le seuil des 180 à 200 députés qui, sur les bancs de l'extrême gauche ou sur les bancs de l'extrême droite, seraient ou se sentiraient mandatés par un mandat au suffrage universel direct pour casser le système, on perd entièrement le contrôle institutionnel de la situation. La question, c'est qu'est-ce que les grandes démocraties, qu'est-ce que les grands pays fondateurs ont l'intention de mettre en place entre maintenant et juin 2019, qui sera concomitamment le départ de la Grande-Bretagne et les élections au Parlement européen, pour que justement les discours populistes ne trouvent pas une concrétisation institutionnelle au sein même des institutions de Bruxelles. Et je ne crois pas, pour l'instant, avoir entendu quoi que ce soit sur ce terrain-là dans le débat public présidentiel. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, on va clôturer là. Merci à tous nos intervenants.